Bonjour, c'est Fabien Durif, professeur à l'école sciences gestion de l'UQAM et directeur de l'Observatoire de la consommation responsable. Alors vous allez écouter une conférence sur la consommation responsable, de l'idéal à la réalité. Alors on va s'interroger sur le rôle du consommateur dans la transition écologique et voir finalement quels sont les déterminants à la consommation responsable, mais aussi toutes les tendances qui sont les plus importantes aujourd'hui pour les consommateurs. On va discuter ensemble d'un sujet qui est fort commun, qui est fort connu, la consommation responsable, mais qui n'est pas si facile que ça et qui est un petit peu complexe. Parce que la pression aujourd'hui sur les citoyens elle est extrêmement forte. On a une pression sociale de notre entourage, de notre famille, de nos collègues. On a une pression sociale des autorités publiques. Il faut aujourd'hui être un meilleur citoyen. On va nous dire être un éco-citoyen. On a aussi une pression sociale, même dans notre milieu de travail. Parce qu'aujourd'hui, on va retrouver des brigades vertes, des éco-ambassadeurs. Ça devient assez complexe aujourd'hui pour le citoyen d'être un bon citoyen. Cette pression est extrêmement forte. Quel est le rôle du citoyen dans ce qu'on appelle la transition écologique? On entend beaucoup les médias parler de transition écologique. Mais finalement, cette transition écologique-là, qui doit la faire? Est-ce qu'on n'en met pas trop sur le dos des citoyens? Est-ce que ce citoyen consommateur-là doit faire toute la part de la transition écologique? Est-ce que les autorités publiques, les organisations, qui doit jouer un autre rôle? Et même certains experts vont parler d'une panne de la transition écologique. Est-ce qu'on est aujourd'hui en panne de cette transition écologique-là? Donc, je vais vous garder en tête cette idée-là, que est-ce que le consommateur, finalement, on ne lui en demande pas trop? Et c'est ce qui va avoir un accent et un effet, finalement, sur nos comportements et sur ce qui on est aujourd'hui au niveau de la consommation responsable. Alors la consommation responsable, avant tout, c'est un comportement d'achat. Un citoyen consommateur, en fonction de différents types de critères, qui sont souvent des critères de santé, des critères écologiques, des critères économiques, des critères environnementaux, il va acheter des biens écologiques, des biens biologiques, des biens qui sont axés sur la santé, des biens où il va y avoir des normes de fabrication sociale, des biens de seconde main. C'est tout le domaine, finalement, qui est axé sur une consommation qui est censée être moins impactante, finalement, sur la société et sur l'environnement. Ensuite, il y a le non-achat. La consommation responsable, c'est aussi décider, pour différents types de critères, qui peuvent être les mêmes ou différents, de ne pas acheter ou de moins acheter ou de réduire sa consommation. Et là, on va rentrer différents types de phénomènes et de concepts. Le fait maison, la simplicité volontaire, la déconsommation, le boycott, tous ces types de comportements qui finalement sont des comportements que l'on pourrait voir comme négatifs ou positifs selon de quel bord on va se placer au niveau de la sphère économique. Et finalement, la consommation responsable, c'est aussi des comportements de post-achat. Également pour les mêmes types de critères, on va pouvoir décider de composter, de recycler, de donner, d'échanger, de réutiliser, de louer. C'est tous les nouveaux finalement phénomènes dont on va parler assez rapidement, de consommation un petit peu plus alternative. Donc comme vous le voyez, la consommation responsable, c'est large, c'est multiforme et c'est complexe bien entendu à analyser et ça prend énormément finalement de fonctions et être un consommateur responsable, ce n'est pas si facile. Alors ce soir, j'ai quand même envie, et je veux commencer par des éléments positifs, avant qu'on se pose plusieurs questions sur le phénomène de la consommation responsable. Alors, vous en doutez bien, vous le voyez beaucoup dans les médias, vous voyez des études qui sortent. La consommation responsable, en ce moment, elle est en croissance partout depuis à peu près une quinzaine d'années, dans la plupart des pays, que ce soit des pays dits industrialisés et même dans les pays émergents, on voit une croissance de la consommation responsable. La consommation responsable, bien entendu aussi, c'est un phénomène qui est vécu quand même et qui est perçu de manière positive par les citoyens. Ici, vous avez des chiffres au Québec, dans nos dernières études. Vous le voyez que pour la quasi-majorité des consommateurs, on a un peu plus de 3/4 des consommateurs. C'est un phénomène qui est vu comme un secteur qui est en croissance, qui est positif pour l'économie et qui crée des emplois. Donc, dans la perception des citoyens, c'est positif au niveau de l'économie. Ensuite, bien entendu, c'est un impact économique assez important pour les entreprises et pour les marques. De nombreuses études ont réussi à démontrer sur une quinzaine d'années que finalement les entreprises et les marques qui rentrent dans le marché de l'éco-responsabilité performent assez fortement sur ce marché-là. Alors vous avez des études assez connues. On a une étude qui a été faite sur une 12 années qui a comparé finalement, vous le voyez, 50 marques
qui, dans leur mission et dans leur positionnement, avaient intégré une mission sociale avec un indice spécifique et comparé à l'indice standard qui est le Standard Poor's, vous le voyez, croissance de 382% versus une baisse pour les entreprises plus classiques. Une autre étude qui est assez connue, sortie en 2016, qui est une étude du cabinet Nielsen, qui a été faite dans une trentaine de pays sur 130 marques, et ils ont comparé des marques avec des engagements durables et des marques classiques. Les marques qui avaient un engagement durable, leurs ventes ont augmenté de 4% versus moins de 1% pour les marques classiques. Autre étude que je vais vous montrer, là ça vous démontre l'attractivité d'une marque. Une étude encore de Edelman qui a été faite cette année. Vous le voyez, on se rend compte que finalement, on a un pourcentage assez élevé de consommateurs. Ici, on est dans le cas de consommateurs français. Ça a été fait dans 35 pays sur 35 000 consommateurs. On a à peu près 60% des Français qui mentionnent qu'ils vont choisir d'aller vers une marque ou de boycotter cette marque si elle va favoriser finalement la perception de certaines valeurs qu'elles vont détenir et qu'elles vont défendre. Force de la marque. Une étude qui est aussi très connue, qui montre que 28% de la valeur de la marque est déterminée par la qualité de la politique RSE. Et une dernière, vous le voyez, 3/4 des consommateurs souhaitent que les marques contribuent à des objectifs comme le bien-être ou la qualité de vie, mais 40% mentionnent que finalement les marques le font. Donc c'est un impact assez important et qui est décisif aujourd'hui sur l'économie. Mais la question qu'on va se poser beaucoup ce soir, on va réfléchir finalement sur nous en tant que citoyens. Quel type de pratique on a, qu'est-ce qu'on fait réellement et où en est la consommation responsable? Et quel type de consommateur vous êtes? Alors, c'est sûr, je ne sais pas quel type de consommateur vous êtes, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître, mais si je vous parle de Frédéric Chaumière, là vous avez l'exemple d'un journaliste et d'un chroniqueur canadien qui pendant 1 an s'est donné le défi de ne consommer que des produits fabriqués 100% au Canada. Vous pouvez retrouver des documentaires, 4 documentaires qui ont été diffusés sur une ITV qu'on va retrouver sur TV5. Donc là, on est dans la consommation locale. Marie Kondo, la prêtresse du minimalisme avec sa méthode limite feng shui et ésotérique, où là, on est finalement sur comment on peut se séparer au maximum des objets, donc le rapport qu'ont les citoyens avec les objets et de limiter finalement la surconsommation. Donc on a cette idée-là avec, vous allez le voir quand même, de plus en plus de citoyens qui s'attachent à ce type de pratique-là. Bea Johnson, là aussi, la prêtresse, parce que ce sont des figures emblématiques. Là, on est dans le zéro déchet. Elle a réussi, avec sa famille, d'arriver quasiment sur 1 an à n'avoir aucune empreinte environnementale au niveau des déchets et à démontrer également que finalement, on peut faire des économies en faisant zéro déchet. Vous avez l'exemple typique, comme on peut voir de beaucoup de consommateurs qui, du jour au lendemain, se lèvent et se disent « Tiens, je vais changer, je vais devenir un meilleur citoyen ». Là, vous avez l'exemple d'un Français, Julien Vidal, qui en a fait un blog, qui en a fait un livre, ça commence par moi, et qui va documenter pendant 365 jours comment il est devenu un meilleur éco-citoyen et toutes les pratiques qu'il a fait au fur et à mesure pour être un éco-citoyen. Puis vous avez l'extrême, je ne sais pas si vous connaissez Rob Greensfield, un militant, un activiste américain. Il vit à Orlando, il ne travaille plus, pas de revenus. Il a décidé de vivre uniquement et de s'alimenter uniquement de ce qu'il produit, de faire aucun déchet. Il a construit une petite maison en bois que vous voyez ici dans le jardin d'une retraitée. Il a passé une annonce en Floride et il milite en permanence pour expliquer finalement les bienfaits de la simplicité volontaire. Alors là, c'est sûr qu'on est dans des cas extrêmes. On est véritablement dans des porte-étendards de la consommation responsable. Ce n'est peut-être pas tous les consommateurs, bien entendu, vous en doutez bien. Mais par contre, ce qu'on va voir ce soir, c'est que de plus en plus de citoyens se préoccupent de l'environnement et commencent à réfléchir à comment ils peuvent avoir une meilleure action là-dessus. Alors, je vais vous poser une question, la même question qui a été posée dans le sondage léger qui a été fait au mois de novembre. Il posait une question, finalement, quels sont les citoyens québécois qui sont en faveur de la taxe carbone? Taxe assez simple, hein, on a 2 provinces ici au Canada à avoir la taxe carbone qui permet de réduire l'empreinte environnementale. Si vous regardez le résultat du sondage léger sur des panels classiques, 62% en faveur de la taxe carbone. Deuxième question qui a été posée, c'est, en vertu de cette taxe carbone-là, est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher le litre d'essence? Bon, on voit que ça diminue un petit peu.
C'était le cas, 40%. Et là, troisième question. Si on veut respecter ce qu'on s'est donné comme mission pour finalement, au niveau du Québec, à réduire véritablement nos gaz à émissions de fer, il faudrait payer 50%, 50 centimes de plus le litre d'essence. C'est 2%. Ben, c'est la réalité de ce qu'on va voir ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment ça se fait? On va réfléchir là-dessus. Pourtant, si vous regardez ce qui se passe dernièrement, jamais l'environnement n'a été aussi médiatisé, jamais on a autant parlé d'environnement, en particulier la dernière année, et par toutes les initiatives qui sont développées. Vous avez bien entendu parler du pacte pour la transition, je pense que certains citoyens ici ont dû le signer. Une des plus fortes pétitions qui n'a jamais eu lieu au Québec, ils en sont un peu plus de 260 000 signataires, qui est une initiative de Dominique Champagne, Laure Varidel, d'un collectif de scientifiques, de personnalités publiques, qui était un engagement positif de la parole aux idées, une genre de charte pour dire nous nous engageons de manière volontaire à avoir une meilleure empreinte sur l'environnement. Je pense que vous en avez entendu parler aussi de l'affaire Juliana contre les États-Unis. C'est à peu près une vingtaine de jeunes adolescents et jeunes adultes entre 10 et 21 ans qui ont aussi fait une action contre le gouvernement américain pour violation des droits constitutionnels par rapport à la liberté, leur protection de la propriété, qui concerne aussi l'environnement. Et il y a un tribunal fédéral de l'Oregon qui a accepté de juger la cause de manière spécifique. Depuis cet été, le mouvement qu'on appelle en français les Vendredis pour le futur, qui sont nés de la jeune Suédoise Greta qui a 16 ans, et vous retrouvez maintenant chaque semaine des milliers de jeunes étudiants qui vont défiler dans plein de villes, surtout européennes, pour pousser finalement leur gouvernement à agir pour le climat. Et les médias, n'en parlons pas. Récemment, il y a eu quand même une émission en direct sur Radio-Canada, Minuit moins une pour la planète, de plus en plus d'émissions. Puis pour ceux qui ont entendu aussi, la semaine dernière, un documentaire qui est sorti en Europe, un documentaire autrichien, L'Illusion verte, sur le greenwashing, qui s'intéresse aux pratiques de Tesla, aux pratiques de BP. Donc jamais, finalement, il y a eu un tel débat public, une telle conscientisation. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et pourtant, en parallèle, jamais non plus on a vu un contexte qui est assez compliqué, des gouvernements qui vont changer d'avis, du scepticisme au niveau du climat. Et ça se traduit, vous l'avez bien vu en France avec les Gilets jaunes, c'est parti tout simplement comme on a fait le sondage tantôt, c'est-à-dire que les citoyens ne veulent pas qu'on leur applique une taxe sur la consommation énergétique pour lutter contre l'environnement. Et là, c'est une protestation qui vient d'une certaine partie de la population, qui est une population essentiellement non urbaine. Réaction pour le pacte, ici au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé dans de nombreux médias, sur Internet? Beaucoup de critiques par rapport aux signataires du pacte. Surtout certaines personnalités, Guy Laliberté, Guillaume Lemaitre-Vierge. Pourquoi? Parce que on s'est mis à regarder les types de pratiques qu'avaient ces personnalités publiques. Et ces personnalités publiques, souvent, ont une empreinte environnementale en moyenne beaucoup plus forte que le consommateur moyen, ne serait-ce que par leur mode de vie. Et là, on s'est dit, finalement, est-ce que de la parole, ils vont passer réellement aux actes? Est-ce qu'ils essayent de se donner une image spécifique? Donc, vous voyez, ce scepticisme est assez fort. Puis, n'en parlons pas. Catherine Dorion, avec le fameux VUS qui n'est pas véritablement un VUS, le Crosstrek n'est pas un VUS. La même chose, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche finalement de ne pas être conséquente par rapport au discours qu'elle a sur le transport en commun. Donc vous le voyez, on a des citoyens qui sont extrêmement difficiles à l'heure actuelle et qui ont une perception d'un discours environnemental qui est assez élitiste, qui est technique, qui est politique, qui est moralisateur. Et on le voit ça de plus en plus. Donc c'est assez difficile et ils s'attendent à l'exemplarité. Si vous nous dites que vous faites ça, vous devez le faire réellement. Parce que pourquoi nous mettre la pression à nous en tant que citoyens? Et essentiellement aussi, les citoyens disent moi, je veux bien faire mon effort, mais pourquoi je devrais faire à moi seul l'effort? Pourquoi les entreprises ne feraient pas l'effort? Pourquoi le gouvernement ne ferait pas l'effort? Et surtout, pourquoi je ferais un effort monétaire? Vous l'avez vu quand je vous ai posé la question sur le 50 centimes. Donc, quand on a ce type de résultat, c'est assez dur ensuite de faire une réforme là-dessus. Et ensuite, moi, c'est sûr que je me pose la question
Est-ce que le discours aujourd'hui est orienté vers la mauvaise cible? Lorsqu'on fait une émission Minuit moins une sur l'environnement, avec des personnes que j'apprécie énormément, que je connais très bien, le discours est extrêmement technique et on s'adresse finalement déjà à des convaincus. On leur dit de ne pas prendre leur voiture, mais qui ne peut pas prendre sa voiture? Des citoyens urbains, des citoyens qui ont la possibilité de ne pas prendre leur voiture, des citoyens plus ruraux, c'est une difficulté de ne pas prendre de voiture. Donc souvent, aujourd'hui, on se retrouve face à cette ambiguïté de se dire, est-ce qu'on s'adresse aux bonnes personnes? Et les citoyens qui sont plus ruraux ont envie de participer à la transition écologique, mais souvent par un contexte géographique, par un contexte des fois économique aussi, et aussi par un rejet finalement d'un discours qui est peut-être un peu trop élitiste, et des pratiques qu'ils ont déjà depuis très longtemps n'arrivent pas à comprendre finalement ce discours-là. Donc, garder ça en tête, c'est une question qu'on va se poser et qui est assez complexe, et c'est pour ça que finalement, ce qu'il faut arriver à faire, c'est essayer de comprendre qui sont aujourd'hui les citoyens et quels sont les types de pratiques qu'ils ont. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est d'essayer de comprendre quels sont les portraits aujourd'hui de nos comportements. Une chose est sûre, c'est qu'il y a, oui, c'est vrai, une véritable transformation de notre mode de vie et de consommation. Et ça se traduit par des pratiques réelles qui sont aujourd'hui en changement. Et c'est ce qu'on va regarder. Aujourd'hui, le consommateur, il est dans le mieux, il est dans le moins, et il est dans le différemment. Il consomme de manière différente que ce qu'il faisait il y a quelques années. Et on va le voir que c'est différent selon les types de consommateurs. Tout le monde ne fait pas la même chose. Donc, il faut arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, c'est sûr que je ne veux pas juste être dans le positif. Il y a des défis, il y a des mythes, il y a certains mythes qui sont entretenus par les médias, et ensuite, il y a des contradictions. On a tous nos propres contradictions dans nos comportements. Ça, c'est évident. Alors, si je commence par ce qui, pour moi, est extrêmement positif, mais qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a un citoyen qui suit des tendances au niveau de la consommation responsable. Et ces tendances, elles sont quand même assez universelles dans la plupart des pays, si on compare les études que nous faisons et les études qu'on va retrouver en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie, qui sont les pays où on va retrouver à peu près le plus d'études à grande échelle sur la consommation responsable. Vous vous en rendez compte, il y a un phénomène qui est très fort, c'est vraiment la question de la consommation locale. L'achat local devient de plus en plus fort dans la plupart des pays aujourd'hui. Et je vous ai mis des résultats qu'on a au niveau du baromètre de la consommation responsable. On est rendu quasiment à la 10e année d'études. Ça permet de comprendre que le phénomène de la consommation responsable, c'est le deuxième comportement après le recyclage. C'est un comportement qui n'a jamais cessé d'augmenter. Et comme vous le voyez ici, il y a seulement 2% des citoyens québécois qui déclarent. Bien entendu, nous, on travaille sur l'autodéclaration. On n'a pas un marché encadré qui permet de travailler sur les ventes de produits, qui déclarent de ne jamais avoir des comportements d'achat de produits fabriqués localement. Et vous avez une pratique fréquente qui est quand même sur 54% des consommateurs. Et lorsqu'on croise avec d'autres études que l'on fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est une tendance qui est extrêmement forte. Parce que c'est à la fois, pour le citoyen, il lui donne une importance très forte, c'est une satisfaction qui est aussi extrêmement très forte, l'attitude est extrêmement élevée, et c'est aussi la tendance de consommation vers laquelle il mentionne qu'il va le plus progresser pour lui dans les prochaines années. Donc c'est clairement et de très loin le comportement le plus important aujourd'hui au niveau de la consommation responsable. Et ensuite, je voulais juste vous montrer, parce que c'est sûr qu'à chaque fois, il faut comprendre que dans chacun des types de comportements de consommation responsable, il y a des segments de consommateurs et ce n'est jamais les mêmes. Donc c'est sûr qu'il faut arriver à déchiffrer. Alors au bout de 10-15 ans d'études, on arrive quand même à avoir une stabilité, on sait qui sont les profils de consommateurs pour chacun des types de comportements, pour chacun des catégories de produits. On est capable d'arriver à avoir cette stabilité-là. Pour la consommation locale, qui est un comportement plus économique, on sait que ce sont des hommes, on sait que la disposition à acheter des produits fabriqués localement, elle augmente avec l'âge. Donc à chaque fois qu'on saute une génération, on n'achète plus localement. Et ensuite, on le voit qu'il y a une dimension aussi qui est liée aux revenus. Ce sont les ménages avec des revenus plus élevés qui vont aller vers l'achat de produits fabriqués localement. Alors, dans la consommation locale, c'est sûr que le marché qui est le plus fort, ça a toujours été le marché alimentaire. Ce n'est pas une surprise. Vous avez des statistiques qui sont assez intéressantes. À peu près un consommateur sur deux mentionne consacrer au moins 30% de son budget alimentaire hebdomadaire à des produits locaux. Les critères
deviennent de plus en plus importantes. Dans la consommation alimentaire, l'identification, vous le voyez, hein, l'origine du produit, l'authenticité d'un produit est très forte. C'est un déterminant aujourd'hui dans le processus d'achat de plus en plus important. Et au contraire de ce qu'on va voir pour le marché de la consommation responsable en général, c'est le seul marché pour monsieur, madame, tout le monde où la labellisation est réellement un critère de sélection d'un produit au niveau de l'achat. Parce qu'on a une certification qui a réussi à se faire connaître, qui a réussi à avoir une notoriété, une crédibilité, et qui fait partie d'une loi qui est la loi du PADAR TV. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais la consommation locale, ce qui est pertinent, c'est de se rendre compte que depuis à peu près, vous le voyez très bien, quand vous faites vos courses, quand vous voyez des publicités, depuis 3-4 ans, elle s'est transférée dans le marché du secteur manufacturier. Et on va retrouver les mêmes types finalement de critères dans les choix de décision, mais avec forcément un impact plus léger pour le consommateur, c'est-à-dire qu'il commence à s'intéresser de plus en plus, là on a l'exemple des meubles, à se dire, oui, l'identification de l'origine du produit, ça devient important pour moi, l'origine géographique du produit, etc. Mais là, la problématique, c'est que dans ce marché-là, il n'y a pas de labellisation, il n'y a pas d'encadrement. Puis là, le consommateur, il va se retrouver à se dire, il va s'amener à chercher un peu n'importe quoi. Il voit un petit drapeau, oh, je vais choisir le drapeau. Vraiment, le petit drapeau, entre guillemets, vous pouvez mettre le petit drapeau que vous voulez dessus, il n'y a pas vraiment d'encadrement là-dessus. Donc, c'est un marché aussi qui s'adapte complètement aux tendances parce que vous avez aujourd'hui des places de marché en ligne et physique, comme Signé Local, qui ne font que des produits fabriqués localement. Simons, qui a lancé depuis quelques temps une vitrine électronique dédiée à l'artisanat local. Et puis, vous avez énormément de marques aujourd'hui qui ne communiquent finalement que sur le Made in. Ensuite, vous doutez bien, vous l'avez vu, deuxième tendance qui est extrêmement forte, c'est le mieux manger. Alors là, on va retrouver aussi dans pas mal de nos études énormément de corrélations et de bouleversements au niveau des consommateurs et des citoyens. Aussi bien québécois, mais on retrouve les mêmes types de résultats dans beaucoup d'études. Alors le mieux manger, nous on le traduit par des achats de produits qui contiennent moins de sucre, moins de sel, sans OGM, sans pesticides, produits sans gluten, sans lactose, etc. Avec l'achat local, c'est devenu la tendance la plus forte ces dernières années. Et une tendance qui est assez forte, c'est la réduction de la viande rouge. Alors il y a une dimension bien entendu financière, mais il y a aussi une dimension de plus en plus qui est liée dogmatique, mais qui est liée aussi à une tendance de mieux-être et de mieux manger. Une autre tendance, vous ne pouvez pas passer à côté, on n'arrête pas d'entendre parler de ce qu'est le zéro déchet, qui n'est pas une nouveauté, c'est juste finalement un concept qui a été mis par-dessus des pratiques qui existaient déjà, essentiellement la réduction. Mais le zéro déchet a pris de l'ampleur. Alors, heureusement quand même, la quasi-totalité des consommateurs mentionne qu'il faut réduire aujourd'hui les déchets et il faut passer en pratique. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'il y a des actions proactives et des actions d'évitement qui sont mises en place par les citoyens québécois. Vous le voyez en haut. Et vous en rendez compte, aujourd'hui, il y a une tendance très forte qui est en train de monter, qui est la tendance du vrac. Alors, on n'est pas rendu à des marchés aussi forts qui peuvent exister, notamment le marché français, qui est le marché le plus important au niveau du vrac dans le monde, mais on sent quelque chose qui se passe. On fait beaucoup d'études ces dernières années sur le vrac. On est rendu, c'est sûr, à une tendance beaucoup plus forte sur les produits de vrac sec. Le vrac liquide est en train de prendre une certaine importance. Et avec des motivations différentes quand on est sur des produits de vrac sec et des produits de vrac liquide. On n'est pas toujours sur des motivations environnementales, on est beaucoup sur des motivations économiques, sur des motivations de qualité. Donc, c'est un phénomène qui est assez intéressant à voir, mais on a un marché qui, pour l'instant, n'est pas forcément adapté encore aux besoins des consommateurs ici. Les grandes chaînes de distribution ne sont pas vraiment lancées dans le vrac comme on peut le voir dans d'autres types de pays. Et les dispositifs, notamment de vrac liquide, ne sont pas encore adaptés. Donc, on a cette tendance qui, finalement, est plus amenée par le consommateur et non pas par l'offre à l'heure actuelle au niveau du vrac. Et ensuite, terminé par la tendance, la consommation écologique, elle continue à être là. C'est vraiment la base de la consommation responsable. Elle résiste finalement avec des comportements que nous on appelle les comportements de protection de l'environnement et de protection des animaux, qui restent assez forts et qui se traduisent par des comportements d'achat et des comportements d'évitement, avec la question du bien-être animal notamment,
Question du bien-être animal sur la protection des animaux, depuis 2-3 ans, on voit une très forte progression de cette conscientisation-là. Auparavant, c'était beaucoup plus dans les populations anglophones, donc on voit un changement au niveau des populations francophones. Et bien entendu, si vous regardez dans la question des achats autodéclarés des consommateurs, c'est sûr qu'on a tous les produits assez traditionnels écologiques, qui sont des produits faits à base de papier recyclé, les produits d'entretien ménager, etc., qui continuent de progresser, mais qui touchent surtout une catégorie de consommateurs un peu plus âgés, les 45 ans et plus. Et on voit apparaître chez les jeunes générations des nouveaux types de produits écologiques, les couches écologiques, etc., qui sont en train d'avoir une certaine progression, les jouets écologiques, les jouets recyclés, etc. Donc là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Et puis, il y a des tendances à surveiller. Depuis quelques années, on voit des choses assez intéressantes au niveau de la réno-récupération. L'année dernière, par exemple, on a estimé que 30% de ceux qui avaient fait des travaux avaient utilisé des matériaux de seconde main. Donc là aussi, tout un marché qui est en train de se développer. On ne passe pas aussi à côté de tout ce qui est l'habitation écologique. Vous pouvez vous en rendre compte quand vous voyez de plus en plus de promoteurs qui vont aujourd'hui communiquer là-dessus, un peu à tort ou à raison, parce que c'est sûr qu'il y a quand même certains types de certifications. Nouveau Climat, les LEED, il y en a une dizaine qui touchent à peu près au niveau du marché des particuliers, la question de l'habitation écologique. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que d'année en année, il y a de plus en plus de citoyens qui se disent je commence à penser lors de mon prochain déménagement à ce type d'habitation-là. C'est sûr qu'on est dans une option, on n'est pas dans le passage à l'action. Mais quand sur 10 ans, vous voyez de plus en plus de consommateurs et de citoyens qui se disent j'y pense de plus en plus, il y a quand même une tendance qui devient assez intéressante. Et surtout, là, il y a vraiment cet attrait, cette motivation qui est liée au développement durable et à l'aspect santé. Et de toute façon, à partir du moment où vous voyez un marché qui se développe, vous avez des courtiers qui sont agréés dans le marché de l'écohabitation, il y a quelque chose qui est en train de se développer. Puis finalement, tout ce qui concerne les véhicules écologiques, pour l'instant, si vous regardez les études au niveau des ventes, c'est sûr que cette année, il y a quand même une progression assez intéressante au niveau des véhicules électriques grâce à l'arrêt de la prime en Ontario, mais ça reste quand même assez faible le taux de détention de voitures électriques et hybrides, même si le marché du Québec est extrêmement intéressant. Mais là aussi, on se rend compte que de plus en plus de citoyens pensent à l'option soit hybride, soit écologique. Et là, vous doutez bien qu'il y a énormément de facteurs qui font en sorte que le passage à l'action est extrêmement compliqué. C'est un facteur surtout économique et aussi côté pratique quand on est sur les voitures électriques au niveau des installations qui sont présentes ou non présentes selon les types de déplacements qu'on veut faire. Donc là, on a un peu le portrait d'aujourd'hui de qu'est-ce qui se passe au niveau des principales tendances, ce qui est le plus fort au niveau de la consommation responsable. Il y a un deuxième point que je voulais mettre en avant, c'est la question de se dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. On a un citoyen qui se détourne de plus en plus du marché traditionnel. Alors, se détourner du marché traditionnel, c'est quoi? C'est se dire que je ne suis plus obligé de passer par la consommation et l'achat classique et le secteur du détail classique. Et vous avez une statistique qui est assez intéressante là-dessus. Vous avez la même à peu près dans toutes les études, mais pour quasiment 9 consommateurs sur 10 au Québec, il faut aujourd'hui revoir les modes de vie et de consommation. Donc il y a une conscientisation que finalement, la société de consommation classique, telle qu'elle a été pensée, elle ne représente plus exactement ce qu'on veut être. Alors après, il faut réfléchir à comment on peut consommer différemment, mais c'est cette idée-là. Alors ça se traduit essentiellement par de plus en plus de citoyens qui se disent « Est-ce que j'ai besoin de posséder? Est-ce que j'ai besoin d'acheter? Est-ce que finalement, je n'ai pas besoin d'utiliser uniquement? Est-ce qu'on n'a pas besoin finalement d'être dans une économie de fonctionnalité au lieu d'être dans une économie de propriété ?» Et là, vous allez voir énormément d'exemples sur combien de temps vous utilisez tel type d'objet, etc. Une perceuse, en moyenne, c'est 6 minutes d'utilisation dans une année. Est-ce que j'ai besoin d'en acheter? Il y a plein d'exemples comme ça, plein d'études qui sont sorties. Donc ça amène finalement à des comportements d'évitement du marché traditionnel, mais qui amènent aussi à certains types d'achats pour finalement avoir ce type de pratique-là. Alors, une tendance qui est en progression, c'est le fait maison, avec des comportements assez classiques, parce que finalement, le fait maison, c'est quoi? C'est par soi-même, essayer de plus en plus de cuisiner, vous l'avez ici, de donner une deuxième vie à des objets, de rénover, de récupérer, etc.,
tout le phénomène du upcycling qui est en forte progression. Et les motivations, vous le voyez, sont quand même aussi assez intéressantes parce que comme dans la plupart des comportements de consommation responsable, il y a une idée de je peux faire des économies grâce à ce type de comportement, vous le voyez, me procurer plus de choses avec moins d'argent, c'est 73% des consommateurs, mais il y a quand même cette idée assez écologique, une motivation qui est assez forte, recyclage des objets, réduction du gaspillage, souci de protection de l'environnement. Puis il y a toute la question, bien entendu, qui est liée aux bénéfices personnels qui sont reliés à ce type de comportement, à la fois un plaisir et une distinction en tant que consommateur, parce que j'ai réalisé par moi-même quelque chose de différent. Donc ça, on voit une progression assez importante aussi de ce type de comportement. Deuxième type d'échappatoire, finalement, au marché traditionnel, c'est le seconde main, qui est assez important. Alors le seconde main, ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille dessus via l'indice Kijiji de l'économie de seconde main. Il n'y avait pas d'études auparavant qui étaient faites au Canada. On mesure dans chacune des provinces, finalement, les pratiques des citoyens canadiens. Ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, de plus en plus, les citoyens canadiens passent par le marché de la seconde main. Donc, l'achat et la vente d'occasion, l'échange, la location, le don, et par des canaux qui peuvent être des canaux plus traditionnels ou des canaux plus physiques, plus électroniques, excusez-moi, tels que des plateformes. C'est un marché qui est quand même assez important. Donc, l'année dernière, vous aviez en moyenne un citoyen canadien qui échangeait 80 objets par le marché de la seconde main, ce qui représentait quand même 2,3 milliards d'objets de seconde main. On évalue à peu près, vous le voyez, l'impact économique de la seconde main entre 34 et 37 milliards de dollars. C'est assez énorme au niveau du marché de l'économie de seconde main. Et puis, vous avez les types d'objets qui sont échangés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu une complète transformation du marché de la seconde main. C'est un marché qui était très stigmatisé dans les années 90. C'était plutôt réservé à une population avec des revenus assez bas. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de lien avec les catégories de revenus. C'est plutôt des facteurs contextuels, un déménagement, le départ d'un enfant du domicile, un changement de travail, le grand ménage du printemps, etc., qui vont faire en sorte que, en tant que citoyen, on va plus ou moins être actif dans le marché de la seconde main. Et surtout, vous le voyez, c'est que quasiment, si on additionne les vêtements et tout ce qui est les vêtements et accessoires pour enfants, c'est quasiment un objet sur 2 qui est lié à ce secteur-là. Dans les années 90, les vêtements de seconde main, la plupart des consommateurs ne voulaient surtout pas échanger des vêtements de seconde main, à moins qu'on était dans la catégorie vintage pour essayer d'avoir une différenciation. Donc là aussi, c'est assez intéressant. Et vous le voyez, il y a des gains et des économies assez importantes pour la plupart des consommateurs. Collaboratif, vous le voyez tous très bien, depuis quelques années, un changement assez fort. Donc là aussi, de se dire qu'aujourd'hui, plus besoin d'acheter, seulement utiliser par la plupart d'applications, parce que ce sont essentiellement des applications mobiles ou des sites web. Alors, bien entendu, il y a des modèles extrêmement connus, mais il y a aussi des initiatives plus intimistes, qui vont être plus locales. On arrive quand même à mapper quelque chose d'assez intéressant. Il y a un peu plus de 200 initiatives d'économie collaborative ici au Québec. Donc, en tant qu'organisation, il y a une progression assez intéressante, mais ça reste que c'est vraiment un marché qui est assez instable avec une domination de certaines très grosses plateformes internationales que vous connaissez très bien. Le reste sont vraiment des micro-initiatives collaboratives et un marché qui est assez logique et très centré au niveau de Montréal. Donc l'écosystème collaboratif est montréalais. C'est logique, l'économie collaborative, c'est très urbain, ça demande une concentration de la population pour qu'il y ait un meilleur fonctionnement des usages entre les citoyens. Alors la particularité du Québec par rapport à d'autres pays plus européens, c'est que pour l'instant, même si on en entend énormément parler, l'intensité des pratiques, elle est faible. Donc souvent, on essaye de nous faire peur un peu sur l'économie collaborative, mais c'est extrêmement faible. Certes, il y a les grosses plateformes. Ça se passe uniquement sur le marché de la redistribution. Donc par rapport notamment aux pays européens, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, qui sont des pays où les pratiques sont beaucoup plus fortes, et surtout on a des pratiques sur des plateformes de mutualisation, donc on va échanger des services entre citoyens. Nous, ici au Québec, ça se limite essentiellement à des pratiques de redistribution. Donc, via des plateformes connues,
où on peut faire de l'achat et de la vente entre particuliers. Donc, on fait de la redistribution de citoyen à citoyen. Donc, on est moins dans l'esprit, finalement, pur et dur du collaboratif, où on va mutualiser ensemble nos biens et nos services. On est dans la partie plus redistributive. Donc, il y a encore ce phénomène-là qui a développé ici au Québec, et l'utilisation est assez sporadique des plateformes. Donc, si vous regardez, vous l'avez ici, ben, c'est vraiment le secteur des biens qui est plus fort, le secteur des transports et du logement, et ça reste des plateformes plus internationales et plus reconnues dans ce type de marché-là. Donc là, on a les trois phénomènes qui sont en progression, qui sont complexes à analyser. L'économie collaborative, c'est extrêmement complexe à analyser, comme le seconde main, parce que la valeur économique est extrêmement complexe, mais il faut le prendre en considération, ça change et ça bouleverse complètement aujourd'hui les modes de consommation entre les consommateurs. Pour terminer, je voulais amener un point qui n'est pas un point négatif, mais qui est un point de dire qu'il ne faut pas être naïf non plus sur la consommation responsable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est peut-être ici des citoyens un peu plus responsables. Je ne suis pas un consommateur complètement responsable, j'essaye de faire au mieux, mais il faut arriver à comprendre aujourd'hui que, on le voit dans la plupart des études, que le citoyen, il n'est pas si informé que ça. Il n'est pas si engagé que ça. Il ne comprend pas si bien que ça le marché de la consommation responsable, et surtout, il est assez ambivalent dans ce type de comportement. Alors, je vais vous montrer certains points qui sont des points assez simples, parce que c'est les points qui vulgarisent, mais pour vous donner cette idée-là et aller démystifier un petit peu ce que souvent on va mettre en avant et ce que les médias mettent, parce qu'il faut quand même arriver à comprendre ça. Là, je vous ai mis quelque chose assez simple, mais ça peut représenter ce qu'on peut voir dans beaucoup d'autres études, c'est se dire que le citoyen moyen, généralement, il est assez peu impliqué dans le milieu associatif ou dans le milieu municipal. Là, vous avez une étude assez récente, vous voyez à peu près 77% ne sont pas impliqués dans le milieu municipal. Et on a pas mal d'études qui arrivent à démontrer que l'implication dans le milieu associatif, etc., est une partie prépondérante de certaines pratiques de consommation responsable. Ce qui est assez intéressant, vous le voyez, c'est que si on demande aux citoyens s'il avait le temps de s'engager plus, vers quoi il irait, quel type de cause il défendrait un petit peu plus, on voit des éléments, ici ce sont des moyennes sur des échelles de 7, l'éducation, la santé publique, réduction de la pauvreté, des inégalités, vous voyez protection de l'eau, consommation responsable, consommation locale, réduction des déchets, changement climatique. Donc il y a quand même des thèmes qui touchent aujourd'hui le citoyen, mais il faut qu'il ait le temps, il faut qu'il veuille vraiment s'impliquer de manière assez importante. Ensuite, quelque chose qui est extrêmement fort, puis qu'on voit depuis de nombreuses années, et qui a un impact déterminant sur nos comportements, c'est que quasiment, je dirais, un citoyen sur deux ressent que son comportement au niveau environnemental ne va rien changer, son comportement individuel. Donc l'efficacité perçue de son comportement, il sent que j'ai beau faire des choses, mais ça ne va pas changer grand-chose. Donc moi, finalement, si je fais quelque chose, que je le fasse ou que je ne le fasse pas, ça ne changera rien. Donc là, c'est sûr que si le citoyen moyen part de ce principe-là, c'est assez complexe. Il y a ce mécanisme-là à faire réfléchir et à se dire, oui, je peux peut-être avoir, moi tout seul, un changement. Et là, ça peut expliquer des fois le cynisme de se dire, pourquoi moi je ferais et pas d'autres types de parties prenantes. On a travaillé pendant plusieurs années avec Éco-Entreprises Québec, notamment sur la question des éco-emballages et du cycle de vie des emballages. Et ça, j'ai toujours trouvé ça pertinent, c'est que lorsqu'on teste auprès des citoyens le cycle de vie des emballages, et lorsqu'on essaye de voir auprès des citoyens quelle étape a le plus d'impact sur l'environnement, toujours les citoyens vont mentionner la fin de vie. Alors là, on revient dans les mythes finalement véhiculés par les médias, vous savez, les fameuses cups Nespresso, tuons Nespresso, mais finalement, c'est la partie la plus infime de l'empreinte environnementale. C'est tout ce qui se passe avant qui est déterminant, la fabrication. Donc là, on ne s'interroge pas sur la fabrication, on s'interroge uniquement sur l'infime partie. Donc vous le voyez, on a 47% qui pensent que la disposition de l'emballage est la partie la plus impactante. Vous voyez, seulement 12% savent que l'emballage représente moins 10% de l'impact environnemental. Donc il y a tout ce processus-là, essayer de faire comprendre aux consommateurs.
essayer qu'ils voient finalement quel est l'impact environnemental de chaque phase au niveau du cycle de vie. Et ensuite, il faut les regarder énormément d'études. C'est sûr qu'on entend parler d'économie circulaire, d'empreinte environnementale, de gaz à effet de serre, d'empreinte carbone, carbone neutre. La plupart des études démontrent que les citoyens ne comprennent absolument pas cette terminologie-là. Donc, c'est extrêmement complexe quand les autorités publiques vont utiliser ces mots-là, quand les entreprises vont utiliser ces mots-là. Alors oui, il va vous dire, j'entends parler, mais lorsqu'on teste un peu plus loin et qu'on essaye de voir qu'est-ce qu'il comprend derrière, mais il ne comprend pas vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc là, il y a quelque chose qui est assez important à voir. Ensuite, au contraire de ce que peuvent penser énormément de marques, nous travaillons avec beaucoup de marques, elles font toutes la même erreur, c'est de se dire, on va mettre des labels. Alors, à part les citoyens les plus responsables, qui ont une connaissance du marché, la quasi-totalité des consommateurs ne s'y retrouvent absolument pas et n'utilisent pas les labels dans le processus de choix de la consommation responsable. Ça pourrait amener à se poser la question, est-ce que finalement l'impact environnemental est-il un critère d'achat ou il ne l'est pas? Ou est-ce que finalement, est-ce que le consommateur, lorsqu'il va acheter des produits dits plus écologiques ou des produits plus sociaux, plus économiques, est-ce qu'il se fie à d'autres types d'éléments? Est-ce qu'il va se fier à des autodéclarations, à des images, à des allégations, à la publicité qui va être mise par les marques? C'est ce qu'on regarde souvent et on va se rendre compte que oui, il y a d'autres éléments qui finalement ont beaucoup plus d'influence sur le consommateur. Pourquoi? Parce que vous l'avez ici. Quasiment un consommateur sur deux, qu'est-ce qu'il mentionne à chaque fois? C'est que pas assez d'informations sur les labels. Il y a des labels sur les produits, vous les voyez, mais il n'y a pas d'informations. Vous voyez une image. Des fois, il y a le nom du label, mais pas plus. Le consommateur, il ne sait pas ce que c'est exactement. Compréhension des labels est difficile. Ils ne sont pas faciles à identifier. Puis, un peu plus de 38%, il y a beaucoup trop de labels. Si vous prenez le secteur des cosmétiques ou le secteur des produits d'entretien ménager, vous pouvez retrouver en moyenne jusqu'à 10 à 15 labels sur ces types de produits lorsqu'ils jouent dans le secteur des co-responsabilités. Donc, ça devient assez compliqué pour le consommateur. Puis là, vous le voyez, on teste aussi assez souvent dans des expérimentations le niveau de reconnaissance visuelle des labels et ensuite la compréhension des labels, les critères qui sont utilisés et bien entendu, subséquemment, la confiance et la crédibilité que donnent les citoyens par rapport à ces labels-là. Alors, si vous regardez dans l'ensemble, c'est quoi la conclusion? C'est qu'à part les labels qui ont énormément utilisé de communication et qui ont une certaine historicité, tels qu'Aliments du Québec, que vous avez en haut, et Energy Star, les autres types de certifications, puis on fait ça sur plein de types de certifications, c'est quasiment inexistant, et pourtant des certifications qui sont reconnues, qui sont crédibles. Si je prends l'exemple d'FFC, si je prends l'exemple d'Ecologo, qui maintenant a changé de nom, qui est UL, au niveau, par exemple, du marché environnemental, c'est censé être la seule certification à peu près officielle ici au Canada. 67% ne reconnaissent pas du tout le label. Donc là, on a un problème. Alors, ça ne veut pas dire qu'on passe à côté d'un marché, mais ça veut dire qu'il y a une certaine problématique au niveau des consommateurs et des labels. Mais ça n'empêche pas que les marques continuent à se dire, la première chose, je vais mettre des labels, je vais créer des labels, parce qu'il y a énormément de labels privés, des labels de tierces parties qui ne sont pas contrôlés, et le marché ne cesse de développer. Donc là, il y a un problème assez spécifique. Et ça amène quoi? Ça amène que, pour le consommateur, aujourd'hui, c'est un marché qui est très, très difficile à décrypter. Il y a une confusion très forte chez beaucoup de citoyens lorsqu'ils doivent faire des choix, lorsqu'ils cherchent des produits qui sont censés être plus écologiques, ils se retrouvent face à cette confusion-là. Lequel je dois choisir? Et puis vous l'avez, c'est quand même assez fort. Face aux différentes allégations environnementales qu'on trouve sur les produits, quasiment 2/3 se disent « je ne sais plus quoi choisir, parce que je ne sais pas à quoi me fier ». Donc ça amène cette confusion-là à un scepticisme, et vous le voyez ici, un peu plus de 30%, ils ne font pas confiance aux allégations qu'on va retrouver à la fois sur les emballages et à la fois sur les communications qui sont mises sur ces produits. Et ça amène quoi? Ça amène finalement un phénomène que vous connaissez, c'est le phénomène de voir partout le mensonge, qui, aujourd'hui, quand même, l'éco-blanchiment existe de moins en moins. Les marques ont compris qu'il n'y avait pas avantage à volontairement se verdir, mais
il y a cette confusion-là. Et donc, ce scepticisme se traduit tout de suite à un rejet et se dire non, on nous ment, ce n'est pas des vraies allégations, ce n'est pas prouvé. Donc, pour le consommateur, ça devient de plus en plus compliqué. Et forcément, si c'est ça, ben, ça veut dire qu'il va y avoir un impact assez négatif dans les expérimentations qu'on fait. Ben, le consommateur, il va s'éloigner de la marque, il peut même la boycotter et en parler extrêmement négativement. Donc, il faut repenser finalement, et puis il y a des entreprises et des marques qui repensent leur façon de communiquer au niveau de l'éco-responsabilité. Autre chose aussi, il faut se remettre en question, ça ne fait pas plaisir quand on parle à des organismes environnementaux, mais c'est comme ça, toutes les études le démontrent, c'est que le bénéfice environnemental, ce n'est pas le déterminant de la consommation responsable. Ce n'est pas ça qui fait que les consommateurs passent à l'action dans le marché de l'éco-responsabilité. Et même la niche des consommateurs responsables, dans toutes les études qu'on mène depuis à peu près 13 ans, ce qui les fait passer à l'action, c'est leur bénéfice personnel. C'est l'image qu'ils rejettent sur la société, l'image qu'ils rejettent sur leur entourage. Donc même les plus responsables, ils pensent d'abord à eux. Ça leur procure quelque chose de positif. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas à l'environnement, mais statistiquement, c'est ça qui d'abord les fait passer dans ce type de comportement-là. Alors, ici, vous les avez, les déterminants les plus actifs au niveau du marché de l'éco-responsabilité. Ben, c'est l'efficacité, l'économie, l'aspect pratique et la santé. Et c'est ce qui explique qu'il y a de plus en plus de marques qui étaient axées sur l'environnement, qui finalement switchent à l'heure actuelle sur la question de la santé. Et le mieux manger est aussi une réponse finalement. On va répondre à un bénéfice plus personnel, plus direct pour le consommateur, que plutôt un bénéfice qui est sociétal. Parce que les entreprises font les mêmes études que les chercheurs, elles arrivent aux mêmes conclusions. On essaye finalement de répondre aux bénéfices personnels que le citoyen va chercher. Alors, ce n'est pas négatif, mais c'est penser quand même à la réalité de qui sont aujourd'hui les citoyens et les consommateurs. Pour terminer, c'est sûr que oui, on a un citoyen, c'est vrai, qui est en transformation. Mais on a un citoyen qui est complexe. On a un citoyen consommateur qui est difficile à analyser. Et on a des niches de consommateurs, comme vous voyez, des profils de consommateurs qui sont extrêmement différents en fonction des pratiques qu'ils vont adopter et aussi en fonction de comment ils vont se représenter par rapport aux organisations. Donc là, je vous ai mis une des dernières typologies qu'on a fait au niveau des comportements des citoyens. Et ce qui est assez intéressant, et ce que moi je trouve positif, c'est sûr que d'année en année, ce qu'on se rend compte, c'est que la niche des consommateurs responsables, nous on calcule un indice d'intensité des pratiques responsables, elle augmente. Elle augmente pas ça n'augmente pas très fortement, mais on arrive à peu près à un 14-15% des consommateurs qui commencent à avoir un indice de pratique assez élevé. Et ce n'est pas uniquement de l'achat, vous l'avez vu. Hein. Nous, on calcule l'achat, le non-achat et le post-achat. Mais ce qui est intéressant, vous l'avez au-dessus, c'est qu'en fait, ce ne sont pas ceux qui sont pas les plus sceptiques, parce qu'en fait, ils comprennent qu'ils ont des attentes qui sont élevées envers les entreprises, mais ce n'est pas eux qui ont les attentes les plus élevées. C'est pas eux qui sont les plus sceptiques, parce qu'ils comprennent que pour passer à l'action, c'est complexe. Si je veux devenir un consommateur responsable, ce n'est pas si facile que ça au quotidien. Donc, ils comprennent que les entreprises ont aussi du travail à faire et que lorsqu'elles mettent sur le marché des biens et des services éco-responsables, elles aussi, ce n'est pas facile tous les jours à essayer de transposer ce type de marché-là. Donc ça, c'est assez positif parce que oui, on vient de voir des chiffres qui sont difficiles pour les entreprises, mais on a cette niche de consommateurs responsables qui participent finalement à cette transition écologique. La difficulté, finalement, c'est d'aller parler aux citoyens plus moyen, au citoyen général qui a envie de passer à certaines pratiques, qui en fait certaines, mais qui a un scepticisme assez élevé sur beaucoup d'acteurs de la consommation, en particulier les marques et les entreprises. Alors, il y a des défis, parce que c'est sûr que nous, on a parlé essentiellement des citoyens, mais il y a de nombreux défis au niveau de la consommation responsable. Si on veut faire en sorte que le passage à l'action se fasse, ça ne dépend bien sûr pas seulement du consommateur. Le citoyen n'est pas responsable à lui tout seul, c'est ce qu'on a vu au départ. Si on lui met trop de responsabilités, il n'y arrivera pas à passer à la consommation responsable. Il y a des défis parce que tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est aider le consommateur à faire des choix plus éclairés. Il doit être capable finalement, surtout dans ses comportements d'achat, de pouvoir faire des choix les plus simples possibles avec toutes les informations dont il a besoin, si lui, il a envie d'aller vers des produits
avec une meilleure traçabilité, et selon les critères qu'il a choisis, les bénéfices qu'il recherche. C'est au consommateur de faire ces choix-là. On ne peut pas le forcer. Par contre, on doit lui permettre d'avoir la bonne information. Alors, il y a d'abord un défi au niveau des lois nécessaires à l'encadrement des pratiques de consommation responsable. On est quand même pas mal en retard par rapport à d'autres types de pays comme le Royaume-Uni ou la France. Très peu d'encadrement sur les pratiques de consommation responsable. Alors, toute la question de l'affichage environnemental, toute la question de la labellisation, toute la question de la durée de vie des produits, toute la question de la traçabilité. Beaucoup d'expériences dans de nombreux pays démontrent que la réglementation peut avoir un impact sur le changement de comportement, à la fois bien entendu des entreprises, qui vont être encadrées dans la manière dont elles vont mettre sur le marché des biens dits éco-responsables, et ensuite la manière dont le consommateur va pouvoir trouver ces biens de manière plus transparente. Une question de protection, aller vers une meilleure protection des consommateurs. Sur beaucoup de comportements, la loi de protection des consommateurs n'est pas forcément adaptée, en particulier sur les questions d'économie collaborative. La question de la garantie et de l'assurance, il y a beaucoup de choses qui doivent évoluer au niveau de la protection du consommateur sur le marché de la consommation responsable. Puis finalement, l'engagement. Parce que ça ne sert à rien de trop taper sur les entreprises, mais ce que le consommateur demande, c'est certainement une responsabilité accrue des entreprises. On demande aux entreprises plus d'authenticité, plus de traçabilité, plus de garanties, plus de preuves. Est-ce que les produits ou les biens que vous mettez sur le marché, lorsque vous dites que c'est un bien écologique, lorsque vous dites que c'est un produit qui est meilleur pour la santé, quelles preuves vous nous apportez? S'il n'y a pas d'encadrement réglementaire là-dessus, comment vous nous le prouvez en tant que consommateur? Pourquoi je devrais me fier à vous? Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont extrêmement importants aujourd'hui à travailler. Puis ça amène qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes et il y a quand même un bouleversement au niveau du milieu des entreprises. Et je voulais terminer là-dessus. C'est que pour moi, vous le savez, hein, le marché, le commerce de détail et surtout essentiellement physique est en crise. Et ça amène énormément de détaillants à revoir leur modèle d'affaires et ils se tournent de plus en plus vers les tendances responsables. Ils ont compris finalement qu'aujourd'hui, les citoyens recherchent des modes de consommation différents et ils vont vers ces types de tendances-là. Ils innovent de manière un peu plus radicale. Alors, vous avez certainement entendu parler de certains exemples. IKEA a enfin annoncé depuis le mois de novembre son programme de seconde main au Canada. Ça faisait depuis de nombreuses années que ça existait dans d'autres types de pays. En France, depuis, je pense, 2008 ou 2009. En Allemagne, en Suède, ça fait une dizaine d'années que ça existe. Donc, maintenant, on peut, chez IKEA, faire estimer sur une plateforme en ligne ces biens IKEA. On peut les revendre directement à IKEA et ils vont être remis dans la section telle quelle avec un sticker IKEA seconde main. IKEA a annoncé également qu'ils vont mettre en place le principe de la location des meubles. Donc là, ils jouent sur le secteur, bien entendu, de la seconde main et du collaboratif. Tout simplement, IKEA, ils ont compris qu'il y avait la tendance du seconde main. Ils ont compris aussi qu'ils perdaient beaucoup de parts de marché par rapport à des plateformes d'achat et de vente d'occasion qui sont ici, par exemple, Kijiji, qui sont en France, Le Bon Coin. Ils ont flairé que s'ils voulaient s'en sortir, sur certains points, ils devaient aller vers le seconde main. Autre exemple que je voulais vous montrer, qui pour moi est un exemple extrêmement intéressant. Pareil, on est toujours dans le secteur de l'épicerie, Franprix, qui est un détaillant, un épicier français moyen, plutôt dans les zones urbaines. Ils ont décidé de faire des franchises spécialisées 100% sur l'éco-responsabilité. Ils ont appelé les franchises Franprix Noé. Ils ne vendent que des produits bio, vegan, le vrac, etc. Tout a été pensé au niveau de l'éco-responsabilité. Donc là aussi, une évolution complète et ça marche extrêmement bien. Tendance du vrac, pour ceux qui sont là en Europe, day by day, France, Belgique, plus de 80 succursales. C'est le royaume du vrac moderne, le vrac pensé de manière complètement différente avec des dispositifs extrêmement modernes sur le liquide. Le vrac est vu de manière plus luxueuse. C'est des modèles complètement pensés différemment. La consommation locale, c'est sûr, vous êtes de plus en plus d'entreprises, là, vos Poche et Fils, qui, c'est assez récent, sont passés au Made in Montréal. Ce n'était pas complet auparavant. Là, vous avez l'exemple d'entreprises comme Starbucks en haut, qui vont avoir certains types de succursales qui sont dites éco-responsables. Là, vous le voyez, c'est des conteneurs, donc c'est des Starbucks qui sont faits à partir de conteneurs. Donc, ils vont mettre en avant, finalement, cette image-là grâce
au magasin en tant que tel. Donc la succursale est une succursale complètement rénovée. Phénomène d'économie collaborative aussi. Je voulais vous montrer celui-ci. Ici, là, on est dans le cas de boulanger qui est comme une maison, comme n'importe quel type un Best Buy ou vendeur d'électroménager, d'appareils électroniques, qui en fait propose aujourd'hui de ne plus acheter ces appareils électroniques, électroménagers, mais de les louer. Donc c'est une plateforme 100% réservée à la location. Vous n'achetez plus vos électroménagers, vous les louez, c'est des plans de location. Donc on est passé sur ces éléments-là. Des exemples de chaînes de cosmétiques 100% axées sur zéro déchet, plus de cruauté animale. Là, c'est l'exemple d'Avril qui est en train de progresser pas mal, pas notre marché Avril, mais Avril Cosmétique. Et puis, de plus en plus, là, ici, vous avez l'exemple de plus en plus de points de vente éco-responsables qui vont mélanger des espaces collaboratifs, donc de coworking, des espaces de scène, des espaces de sensibilisation à la consommation responsable. Donc, on est vraiment dans une révolution assez intéressante et c'est positif de voir que de plus en plus d'entreprises voient finalement que ça intéresse les consommateurs et innovent vers ces points-là. Donc, ça reste quand même une tendance de fond, c'est évident, on le voit dans toutes les études. Il y a des modes à l'intérieur de la consommation responsable, mais il y a une vraie tendance de fond. Alors les défis, on les a vus, il faut les relever pour faire en sorte que de plus en plus de citoyens passent à l'action si on veut aller vers une transition écologique où la consommation responsable aurait son rôle à jouer de manière assez conséquente et si on estime que le citoyen doit avoir un rôle à jouer dans la transition écologique. Donc je vous remercie.